une petite présentation de qui vous êtes. Vous êtes docteur en sciences politiques et professeur des universités au département de sciences politiques de la Sorbonne. Vous travaillez depuis 15 ans sur la démocratie participative et vous êtes auteur de nombreux ouvrages. Je crois que l'un des derniers doit s'intituler La démocratie des émotions, dispositifs participatifs et gouvernabilité des affects. Mais il y en a bien d'autres. J'invite tous ceux qui nous regardent et ceux qui reverront ce live à consulter la bibliographie très, très largement abondante. Vous avez aussi participé au comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat, voilà, qui vient de s'achever. Et peut-être pour reprendre une expression que vous aviez utilisée lors d'une interview il y a 2 ans sur France Culture, il n'y a pas de démocratie sans citoyens qui débattent et qui s'écoutent. Et donc, c'est voilà, l'occasion ce soir de mettre à l'épreuve cette petite phrase. Nous sommes quelques-uns et donc c'est l'occasion de faire un peu de démocratie en débattant et en s'écoutant. Je voudrais dire peut-être aussi un petit mot sur qui nous sommes, sur cette fabrique citoyenne qui existe depuis 7 ans, qui essaie de répondre localement au ressenti de la crise démocratique que l'on ressent surtout au niveau de la démocratie représentative. C'est pour ça qu'on a dans nos valeurs l'intérêt de redonner du pouvoir de décision aux citoyens par de la démocratie participative. Et c'est ce que nous avons porté d'ailleurs à 2 reprises pendant des élections municipales en allant jusqu'au bout de la démarche de la démocratie représentative, en ayant des élus, en étant un mouvement citoyen qui va jusqu'à présenter des candidats et à être élu et apporter ces notions de démocratie participative au sein du conseil municipal. Peut-être qu'une de nos interrogations, au-delà de comprendre ce qui se passe en ce moment en France et en Europe sur la crise démocratique, c'est de savoir comment un mouvement comme le nôtre peut s'organiser pour pousser à plus de démocratie participative dans sa ville. Voilà, donc là, c'est un premier temps d'échange cette année sur ce sujet de la démocratie participative et j'espère bien que nous en aurons d'autres, peut-être de manière plus participatif, parce que là, on est un petit peu sur un modèle de café citoyen qui cogite, mais peut-être que nous aurons l'occasion dans les prochaines semaines d'organiser d'autres moments. Je pense entre autres à Démocratie ouverte, qui est un réseau auquel nous nous intéressons et je crois auquel vous appartenez et avec lesquels vous travaillez. Voilà, je me permets maintenant de vous laisser la parole, peut-être pour nous donner plus d'horizon sur ces quelques mots introductifs. Merci Frédéric. Je vais être très schématique hein, dans cette petite présentation que vous m'avez demandé. Je pense que l'essentiel se jouera dans les questions que vous me poserez et dans l'échange que nous aurons à l'issue de ce cadrage qui en fait n'a d'autre ambition que de rappeler un certain nombre de choses et de résumer finalement ce que je crois savoir de ces questions de participation citoyenne, démocratie participative. Alors, la phrase à laquelle vous avez fait référence de cette émission de France Culture qui disait, bon voilà, il n'y a pas de démocratie sans citoyens qui débattent et qui s'écoutent, elle renvoie d'abord, et ce sera ma première remarque, et une remarque en forme de proposition de définition, à ce qu'est la démocratie pour moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la démocratie, elle est surtout pensée comme une question d'institution, une affaire d'institution et comme un domaine qui serait séparé de la vie ordinaire des citoyens. Et en fait, cette conception de la démocratie, elle me paraît à la fois limitative et problématique. Et la démocratie, c'est aussi, de mon point de vue, une forme d'expérience sociale. C'est un type de relation sociale et un type aussi de comportement des uns envers les autres. Je suis convaincu il ne peut pas y avoir de démocratie authentique sans que les citoyens partagent des dispositions à s'écouter, à s'engager, à respecter la parole de l'autre et en un mot à se traiter comme des égaux.
Et cette définition de la démocratie, cette définition qui serait plus sociologique que juridique ou politique, elle me paraît tout à fait essentielle. On peut supposer que le suffrage universel, la possibilité d'élire des représentants au suffrage universel épuise l'idéal démocratique, c'est pas du tout vrai. Quand vous n'êtes pas égaux au sein des entreprises, quand à l'école finalement se créent déjà des formes de hiérarchie, des formes d'apprentissage de la concurrence, de la compétition, alors même que c'est un lieu qui devrait, d'un certain point de vue, former à être citoyens et à travailler avec les autres et à dialoguer avec eux et à écouter leurs arguments, pour moi, il est difficile de dire que nous sommes dans une démocratie authentique. Donc voilà, c'est simplement pour rappeler à partir de cette phrase que vous avez citée, ce qu'est pour moi la démocratie. Alors à quoi on assiste aujourd'hui? Et dans quel contexte finalement on parle de ces questions de participation citoyenne? Dans un contexte un peu paradoxal. C'est-à-dire que d'une part, on assiste avec un processus d'accélération au cours de ces dernières années et de ces derniers mois, à un processus d'effondrement, parce il faut l'appeler comme ça, des institutions de la démocratie représentative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces institutions, finalement, ne produisent plus les effets de légitimation de la décision, les effets de croyance chez les citoyens qu'elles ont pu produire dans l'histoire et qui ont fait que cette démocratie représentative s'est imposée comme à un moment, si on se souvient, il y a une trentaine d'années, à un moment, un auteur a parlé de fin de l'histoire en disant, bon voilà, elle n'a plus d'adversaire, cette démocratie libérale représentative. Bon, aujourd'hui, ça n'est plus du tout le cas et on voit des pays basculer dans l'autoritarisme, on voit des leaders autoritaires prendre le pouvoir et y rester. C'est-à-dire qu'une fois finalement qu'on a élu ce type de personnage, hein, je pense évidemment à Trump, il devient très difficile de lui reprendre le pouvoir. Hein. Et donc on a un scénario qui se met en place, un scénario un peu tragique, hein, dans lequel la montée de l'insatisfaction des citoyens vis-à-vis des performances des gouvernants, la montée du vote d'extrême droite, l'arrivée au pouvoir de leaders autoritaires qui ne respectent pas les libertés fondamentales et la séparation des pouvoirs, fait qu'on a une forme comme ça d'avenir programmé des démocraties qui paraît évidemment extrêmement problématique et inquiétant. Et puis, dans le même temps, il me semble que l'exigence de démocratie n'a jamais été aussi forte dans la population et que l'imagination, ce que j'appelle l'imagination démocratique, est aujourd'hui extrêmement puissante et elle irrigue finalement beaucoup d'expériences, beaucoup d'initiatives, beaucoup de propositions théoriques qui visent à faire advenir d'autres formes de démocratie que la démocratie électorale représentative. Alors, cette démocratie électorale représentative, on en connaît tous les limites. On sait qu'elle est née maintenant, à la fin du XVIIIe siècle, dans un contexte où il s'agissait avant tout de concurrencer le principe monarchique, de le remplacer, mais aussi et surtout de ne pas donner le pouvoir aux citoyens. Hein, puisque ceux qui ont inventé le gouvernement représentatif, on le sait, haïssaient la démocratie, c'est-à-dire la démocratie directe, au sens où les Athéniens ont pu la pratiquer. Et en fait, ils ont conçu un modèle dans lequel le citoyen se contente de se donner des maîtres, d'élire des représentants, et dans lequel il n'a aucune véritable participation au processus de décision. Et ce qui est une contradiction manifeste avec l'idéal démocratique d'origine. Hein. La démocratie représentative, c'est une démocratie dans laquelle les citoyens ne gouvernent pas. Et c'est ce modèle-là qui s'est imposé à la fin du XVIIIe siècle et que nous connaissons toujours aujourd'hui. Et c'est ce modèle-là qui est à la fois concurrencé par deux autres programmes politiques. Et on voit bien aujourd'hui comment la démocratie libérale représentative a deux types d'adversaires et en fait se combine aussi avec deux autres principes de légitimité. Le premier principe, c'est le principe que j'appellerais technocratique ou épistocratique. Aujourd'hui, une des tendances de nos sociétés,
et de voir le pouvoir occupé et pris en main par des gens qui ne sont pas forcément élus, mais qui se réclament d'une forme d'expertise, c'est-à-dire de supériorité intellectuelle, de raison supérieure, parce qu'ils connaissent les lois de l'économie, par exemple, qui les autoriseraient à gouverner parfois même contre la démocratie. Souvenez-vous du référendum en Grèce, souvenez-vous aussi du traité constitutionnel européen. On est passé au-dessus de la démocratie pour imposer finalement des solutions politiques qui en fait n'étaient pas souhaitées par les citoyens. Et on voit bien que le gouvernement actuel, le gouvernement français actuel, se réclame aussi de cette légitimité. Hein. C'est au nom d'une supposée supériorité intellectuelle qu'il prend ses décisions sans chercher forcément à aller à ce qu'elles soient délibérées, à ce qu'elles soient discutées. Et puis la deuxième proposition, c'est la proposition autoritaire. C'est effectivement le fascisme hein, qui aujourd'hui se présente comme une alternative, c'est-à-dire la délégation du pouvoir à un chef qui, sous prétexte de mieux représenter les citoyens, euh, euh, se propose pour remplacer la démocratie libérale représentative. Et puis, il y a un troisième programme en concurrence avec la démocratie libérale représentative, mais avec lequel elle ne se combine pas. C'est-à-dire qu'on peut imaginer des formes de néolibéralisme autoritaire. Hein, on peut voir comment aujourd'hui les démocraties libérales sont de plus en plus autoritaires. On peut voir comment les principes peuvent se combiner. Hein, et c'est un peu la tendance actuelle de nos sociétés. La troisième proposition, c'est celle de la démocratie radicale. C'est de dire il faut désormais faire droit à la participation directe des citoyens à la décision politique. Il faut essayer d'inventer des institutions qui ne soient pas de type représentatif. Et là, c'est extrêmement compliqué. On sait qu'à l'échelle locale, par exemple, il y a pas mal de mouvements, de collectifs, d'acteurs qui nous disent il faut que les citoyens reprennent le pouvoir à l'échelle locale dans un premier temps, ensuite à d'autres échelles, parce que la représentation n'est pas compatible avec la liberté. Bon. Voilà, c'est un tout petit peu de théorie politique sommaire qui nous montre que finalement aujourd'hui, on ne sait pas encore de quoi sera fait l'avenir de nos systèmes politiques. Disons simplement que le plus probable, c'est justement la mise en place de pouvoirs qui respectent de manière formelle les règles et les principes et les valeurs de la démocratie libérale, mais qui se feront de plus en plus autoritaires. Alors, dans ce contexte, pourquoi émerge également une demande de participation, ce que j'ai appelé avec mon collègue Yves Saint-Omer un impératif participatif. C'est-à-dire que ce qui est très curieux quand on regarde aujourd'hui l'exercice du pouvoir, c'est qu'on a à la fois des évolutions vers une répression de plus en plus forte, de la contestation, hein, une régression des libertés publiques, une restriction au droit de manifestation, et puis en même temps, on a une offre de participation citoyenne. Hein, on l'a vu avec le grand débat, on l'a vu avec la Convention citoyenne pour le climat à l'échelle locale, on voit bien aussi qu'il y a mise en place de dispositifs participatifs. Alors pourquoi y a-t-il un impératif participatif? D'abord, parce que la défiance à l'égard des représentants a atteint un tel niveau dans la population qu'il est nécessaire de donner à penser que l'on associe les citoyens à la prise de décision. Il y a là une volonté finalement de relégitimer la décision par la participation. Deuxième raison, qui est plus fondamentale encore, c'est que les citoyens ne veulent plus être gouvernés comme avant. Un certain nombre d'entre eux
souhaitent désormais contribuer à la décision politique. Hein. Donc, sur un plan positif, d'un certain point de vue, il y a l'idée que si nous avons les solutions, comment admettre qu'elles ne soient pas intégrées dans la décision politique? Et puis, parce que ces mêmes citoyens ou d'autres, n'acceptent plus de se voir imposer des décisions par en haut, sans avoir eu l'occasion d'en débattre, de les discuter, d'en être informés au préalable. Donc il y a des évolutions sociologiques assez profondes, notamment en milieu urbain, hein, beaucoup plus que, me semble-t-il, évidemment au sein des classes moyennes intellectuelles, hein, beaucoup plus que dans les catégories populaires, une aspiration à gouverner autrement et à pouvoir contribuer à la décision politique. Et cette exigence démocratique, finalement, les élus doivent donner le sentiment qu'ils la prennent en compte sans vouloir vraiment changer de logiciel politique, puisqu'ils restent convaincus que seuls du fait de leur élection, ont la légitimité. Hein. On peut résumer ça à la phrase il faut que tout change pour que rien ne change. Au fond, hein, c'est effectivement la position majoritaire encore aujourd'hui chez les élus. Alors, cette exigence participative, cet impératif participatif, elle rencontre un nombre d'obstacles innombrables. Et je ne vais pas être très long, je ne vais pas vous faire un cours sur la participation, mais simplement poser un petit peu le cadre. Et- et, euh, je parle dans certains écrits de promesses non tenues. Hein. Il y a une promesse qui est faite par les autorités politiques de faire participer, et il y a des collectivités locales, il y a des gouvernements nationaux. On pourra revenir sur un certain nombre d'exemples. Vous l'avez dit, j'ai été membre du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat, donc j'ai suivi pendant les 17 mois de cette expérience maintenant son déroulement, du début jusqu'à la fin, mais j'accompagne, je suis, j'analyse, j'évalue de très nombreux dispositifs participatifs. Donc on pourra revenir évidemment dans le détail de la manière dont les choses se passent. Je suis membre aussi de la Commission nationale du débat public, qui est une instance centrale de mon point de vue et qui connaît aujourd'hui un certain nombre de difficultés. Mais pour moi, il y a évidemment une pratique aujourd'hui qu'il faut évaluer. Alors pourquoi aujourd'hui on a surtout une démocratie participative tout en faux semblant, en quelque sorte. Hein. Alors, pourquoi, par exemple, ce que j'appelle la démocratie événementielle, c'est-à-dire que dans laquelle il s'agit de communiquer sur le fait qu'on fait participer beaucoup plus que de faire participer réellement les citoyens. Pourquoi elle est beaucoup plus répandue que les démarches qui, de manière très sérieuse, essayent d'intégrer les différentes parties prenantes ou les citoyens ordinaires dans le processus de décision. Alors pourquoi? Parce qu'on l'a vu, nous avons une culture politique qui donne une place aux élus, qui a peu d'équivalent dans d'autres sociétés occidentales. C'est-à-dire qu'il y a une forme en France de fascination pour les élus qui s'accompagne d'une détestation tout aussi forte, hein, une forme d'amour-haine vis-à-vis des élus qui n'aide pas à un rapport, à mon avis, serein à la représentation politique. Et donc, cette sacralisation des élus, on parle de monarques républicains, à la fois pour le président de la République, mais aussi pour les maires, cette sacralisation des élus, alors évidemment qui ne cesse d'être critiquée, vilipendée par les citoyens, elle fait obstacle, me semble-t-il, à la mise en place de dispositifs dans lesquels, au fond, tout le monde doit être mis en situation d'égalité. On voit bien comment les élus ont peur de la participation citoyenne. Ils ont peur à la fois qu'on leur prenne le pouvoir, et ils ont peur pour leur réélection. Hein. Donc la professionnalisation de la vie politique est également un problème, mais ils ont peur aussi, et je le dis très souvent, ils ont peur qu'elle fonctionne trop bien parce qu'elle montrerait qu'on n'a pas besoin véritablement des élus, que les citoyens sont parfaitement capables, me semble-t-il, de trouver des solutions aux problèmes qui sont posés à la collectivité. Mais vous avez des obstacles qui viennent aussi des experts
de la chose publique, des techniciens, des services dans les collectivités locales qui voient d'un très mauvais œil la participation parce que ça leur donne plus de travail, parce que ça remet en cause leur propre légitimité hein, qui est fondée sur la maîtrise de savoirs techniques. Ils ont évidemment infiniment de mal à intégrer le point de vue des citoyens qui n'est pas formalisé d'une manière dont ils ont l'habitude. Ils ne souhaitent pas faire de la politique et surtout quand les élus les envoient dans des espaces de participation, faire de la politique. Et il faut voir aussi que tous les corps intermédiaires, les associations, et je l'observe à de nombreuses reprises, ne sont pas forcément toutes favorables à la participation citoyenne, parce que souvent les élus l'utilisent pour les court-circuiter. Hein, donc, il y a effectivement une menace directe hein, sur leur propre statut, mais aussi parce que elles-mêmes, ces associations, n'ont pas forcément, sur le plan de la démocratie, de véritable représentativité d'un certain point de vue. Cette mise en concurrence leur fait problème. Et puis, il y a une vraie question hein, qui est posée par le maintien de la possibilité d'une certaine distance critique. Donc voilà, et puis les citoyens eux-mêmes, hein, le vrai problème que rencontre la participation, c'est effectivement la désaffection des citoyens, leur indifférence, leur méfiance à l'égard des dispositifs participatifs et une méfiance qui est alimentée par le soupçon généralisé de ce qu'elle n'aboutira à rien, de ce que la décision est déjà prise. Et ce soupçon, il est alimenté par une expérience. C'est-à-dire que oui, dans la plupart des cas, la participation ne sert à rien. Et donc, il ne faut pas juger cette désaffection des citoyens de manière trop sévère en disant ça ne peut pas fonctionner. Bah, non, ça ne peut pas fonctionner tant qu'on ne mettra pas un peu de pouvoir en jeu et tant qu'on ne partira pas de l'agenda des citoyens. Ça, c'est un point capital. Vous allez me poser très vraisemblablement, et le problème doit se poser, j'imagine, de manière très forte à Vitry, le problème de la participation des catégories populaires, c'est-à-dire la participation des pauvres, hein, évidemment, hein, l'expérience montre qu'on peut les faire participer. Mais les faire participer pour autre chose qu'un exercice d'échange argumentatif, les faire participer sur des dossiers qui les concernent directement avec la perspective finalement d'avoir de l'influence. Mais participer pour participer, ça n'est pas un sport qu'affectionnent particulièrement les catégories populaires qui ont des difficultés beaucoup plus fortes que les populations les plus éduquées à reprendre les codes du débat politique. Donc, s'il y a un déficit de participation, s'il y a une défiance à l'égard de la participation, c'est en raison de la nature même de la participation. Ce n'est pas en raison de l'apathie des citoyens ou de leur absence de volonté de participer. Alors, pour terminer, et pour ne pas en rester sur ce constat relativement pessimiste, je vais vous donner quelques considérations qui sont peut-être des clés pour réussir finalement si on veut, à un moment donné, dans une position d'autorité, associer les citoyens au processus de décision. D'abord, rappeler que quelquefois ça peut marcher. Alors, ça n'est pas la norme, mais il y a des collectivités locales qui ont réussi, par exemple, à institutionnaliser de manière tout à fait satisfaisante la participation et à changer la nature des relations entre les citoyens, les techniciens et les citoyens et les élus. Alors, première condition, c'est évidemment la volonté politique et la sincérité du cadre. C'est-à-dire que tout ce qui relève de l'instrumentalisation de la participation, tout ce qui laisse croire que l'on participe vraiment à la décision alors même que finalement on n'entend pas du tout prendre en compte ce que diront les citoyens, est absolument rédhibitoire. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait ça, ne comptez plus à l'avenir que les citoyens reviennent.
C'est pour ça que j'ai été très inquiet, extrêmement critique vis-à-vis du grand débat à l'échelle nationale, qui était une opération en forme de trompe-l'œil, hein. C'est la fausse participation, et on l'a vu, hein, le pouvoir n'a absolument rien fait de ce que les citoyens ont produit. Pour moi, le risque était de démonétiser définitivement le principe même de la démocratie participative. Et c'est pour ça que je me suis investi, à l'inverse, à ce point, dans la Convention citoyenne pour le climat, parce que j'ai voulu qu'on puisse démontrer que c'était tout à fait possible de le faire avec une rigueur sur le plan des principes démocratiques bien plus grande que ce qui avait été fait avec le grand débat. Deuxième condition, deuxième série de conditions, c'est celle qui renvoie aux moyens matériels, aux moyens humains, aux compétences qui sont impérativement, qui sont absolument nécessaires pour faire participer les citoyens. Aujourd'hui, il existe, je dirige à la Sorbonne un master d'ingénierie de la concertation, il existe tout un ensemble d'outils, de savoirs qui sont disponibles, qui permettent de faire en sorte que même dans des situations très conflictuelles, les citoyens débattent, des techniques d'intelligence collective, de construction de la décision qui sont aujourd'hui complètement disponibles, hein, et qui viennent pour certaines de l'éducation populaire. Et ça marche. Et en fait, il faut les utiliser parce qu'il ne suffit pas de mettre face à face des responsables et du public pour faire de la participation. Ça n'a pas de sens. Il y a une ingénierie, il y a vraiment des processus qui doivent être respectés et qui sont différents selon les demandes. Quatrième condition, il faut un peu de courage, parce qu'effectivement, la participation, ça n'est jamais quelque chose de simple. Ça produit toujours des frottements, ça produit toujours des conflits. Il faut un minimum de courage politique de la part des élus. Et en fait, on s'aperçoit que dès lors que pour eux, la seule chose qui compte, c'est la réélection, ça n'est pas compatible avec ce type de démarche, parce que forcément, vous risquez d'être contesté, vous risquez d'être débordé. Et cette peur du conflit qu'ont les élus, hein, ils en ont peur, hein, très clairement, est extrêmement problématique. Quatrième ou cinquième condition, il faut toujours, à la fin du processus, revenir vers les citoyens, se justifier. C'est-à-dire, il y a une exigence de restitution et de reddition de comptes. Vous pouvez ne pas suivre l'avis des citoyens, c'est légitime. À ce moment-là, si vous savez que vous n'allez pas les suivre, si pour vous, parce que c'est dans votre programme et parce que vous vous êtes engagé, il n'est pas possible de revenir sur l'opportunité d'une décision, d'une politique ou d'un projet, à ce moment-là, ne mettez pas en place de démarche participative. Mais si, dans un autre cas de figure, vous ne les suivez pas, il faut que vous expliquiez ce que vous avez fait de leur travail et pourquoi, à minima, vous ne les avez pas suivis. Et puis, autre point qui me paraît tout à fait essentiel, la participation, ça n'est pas que le débat, la discussion. En fait, en France, pour nous, et c'est une des manières dont nous envisageons la démocratie, c'est à la fois quelque chose de très ennuyeux, hein, la discussion, la délibération, c'est très sérieux, on fait ça dans des salles municipales, bon, voilà, c'est emmerdant. On ne fait pas la fête, hein, entre citoyens, c'est-à-dire qu'on ne respecte pas finalement les participants comme on devrait les respecter. Et puis surtout, on ne fait pas de place à la co-construction, mais c'est-à-dire la co-construction, c'est-à-dire à la possibilité pour les citoyens d'agir, de faire des choses, de pas simplement parler et échanger sur la décision, mais de matérialiser leur participation. Et il me semble qu'il y a des tas de personnes qui ne souhaitent pas véritablement être dans l'argumentation ou uniquement dans l'argumentation, mais qui seraient prêtes à faire, à participer en agissant directement. Et un des vrais problèmes de la période actuelle, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de démocratie, elle ne s'effondre pas, il y a beaucoup d'initiatives citoyennes, de collectifs qui se mettent en place, qui agissent, qui prennent en charge des communs, mais c'est complètement déconnecté de la sphère institutionnelle. Bon, voilà quelques considérations. Il y en aurait évidemment bien d'autres et quelques, ce n'est pas des consignes, mais des conseils que l'on peut donner. Voilà, j'ai été, je pense, à peu près dans les temps que vous m'aviez demandé et je suis prêt à répondre à vos questions s'il y en a.
Bien, merci beaucoup pour ces éléments qu'on peut appeler peut-être des fondamentaux de la situation que l'on peut vivre et puis surtout de ce qui constitue à la fois un état des lieux et aussi des perspectives. Pour l'instant, je n'ai pas noté de questions ou de personnes qui voulaient, qui ont levé la main Tant mieux, on va pouvoir ou, partir plus ou- ou- vite. ou dans le chat, à part, je vois Gérard, Jacques, après, j'en avais moi-même des questions, mais voilà, Johan, Élise. Ah, bon, Je ben, vais noter parce que tant finalement, il y a pis, alors. beaucoup de monde. Donc, Tant dans pis, cet tant pis. ordre-là, déjà pour commencer, puis après, Alors on moi, je vais les fera. adresser une à une, les questions, si vous voulez bien, parce que les prendre en bloc et faire des Ouais. réponses. Je m'engage à répondre rapidement à chacune des questions. Eh ben, on commence avec Gérard, puis Jacques, Johan et Élise. On est parti. Oui, bonsoir. Vous avez fait état de la situation relativement désolante de la France dans le domaine du débat. Mais est-ce que vous pouvez nous citer d'autres pays qui seraient exemplaires dans ce domaine là? Parce qu'à part la Suisse, avec le référendum citoyen, je ne vois pas très bien. Enfin, moi, je connais bien l'Italie, mais après, je ne connais pas les autres pays. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont exemplaires dans ce domaine? Alors d'abord, il n'y a pas de paradis démocratique, hein. C'est un horizon, la démocratie, et même les pays qu'on cite en exemple. Alors, on sait par exemple que dans les classements internationaux qui se fondent sur parfois des centaines de critères, hein, pour évaluer la démocratie, la France fait partie, hein, et elle régresse, et elle fait partie de ce qu'on appelle les démocraties défaillantes, hein, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas partie du tout de la première division, elle est plutôt en deuxième division et dans le bas de la deuxième division, sachant qu'il y en a quatre, hein. Donc, il y a un vrai problème spécifique à la France, mais quand on raisonne toujours sur un continuum, c'est-à-dire il y a effectivement des démocraties qui fonctionnent mieux que les autres. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent que la Suisse, du fait de la place donnée à l'initiative citoyenne, est évidemment infiniment, et puis par exemple pour des raisons institutionnelles aussi, hein, le fait qu'ils aient un exécutif collégial me semble beaucoup plus favorable au débat que d'autres. Alors, il n'y a pas de nation qui remplisse toutes les cases. Il y a un état de la société et des institutions qui est infiniment plus propice à la délibération démocratique qu'ailleurs, en Nouvelle-Zélande, dans les pays scandinaves, au Canada, etc. Et à l'intérieur de ces pays, je pense à la Finlande, par exemple, qui a institutionnalisé un droit de pétition au Parlement qui est extrêmement utilisé et qui produit des choses, ou à l'Islande, qui a connu des dispositifs tout à fait intéressants de démocratie participative. À l'intérieur de chaque pays, il y a des choses. Mais il n'y a pas, évidemment, de modèles. Et en fait, il y a deux questions qu'on pose assez systématiquement. Où est-ce que ça marche et quels sont surtout les dispositifs qui marchent. Bon, moi, j'ai tendance à dire, ça n'est pas uniquement une question de dispositif, c'est une question de culture politique. Il est clair que dans la culture politique française, comme vous l'avez dit, le débat n'est pas valorisé, hein, c'est plutôt l'affrontement. Et nous héritons de règles institutionnelles qui ne favorisent absolument pas la démocratie. C'est-à-dire que moi, je suis un adversaire farouche du scrutin majoritaire, hein, uninominal à deux tours, qui est évidemment un système qui ne permet pas de faire vivre la démocratie, puisque vous confiez à quelqu'un qui est porté et élu au final par une petite majorité de la population la totalité ou presque des pouvoirs, hein, que ce soit à l'échelle locale ou à l'échelle nationale. Emmanuel Macron
Macron, 18% d'inscrits ont voté pour lui au premier tour. Au second tour, évidemment, il a été élu, mais il y a plein de gens qui ont voté pour lui par défaut. C'est un problème absolu. Avec un système mixte à l'allemande ou avec beaucoup plus de proportionnel, et regardez que dans les pays où la démocratie fonctionne le mieux, il y a des règles électorales qui sont beaucoup moins brutales qu'en France, aux États-Unis ou en Angleterre, qui sont des démocraties majoritaires. Donc voilà pour ce panorama. Je ne suis pas sûr. Bon, dans le monde de ceux qui réfléchissent à la participation, aujourd'hui, il y a quelques pays qui innovent vraiment. La Belgique innove, mais à l'échelle régionale, c'est-à-dire la communauté germanophone de Belgique fait des choses tout à fait passionnantes. Le Parlement francophone de Bruxelles aussi. En Espagne, avec l'arrivée au pouvoir des indignés dans certaines municipalités, il y a eu des choses. Barcelone a fait des choses tout à fait intéressantes. Voilà pour ce petit tour d'horizon. Mais ils ont perdu le pouvoir. Donc, ce qui est sûr, c'est que faire de la participation ne vous permet pas forcément de rester toujours au pouvoir. Voilà, monsieur. Merci. D'ailleurs, on a l'exemple de la ville de Saillant qui a été un vrai exemple avec une liste citoyenne qui avait ouvert la démocratie participative, je crois, vraiment au bout et qui n'est pas repassée aux élections. Voilà. Bon, c'est très, très spécifique, Saillant, parce que, vous le savez, depuis le début du XXe siècle, aucune municipalité n'a été réélue à Saillant. D'accord. Et donc, les gens de Saillant savaient déjà qui serait battu. Moi, je connais bien Saillant, j'ai même un thésard qui travaille sur Saillant. Voilà, donc ça n'était pas une surprise, c'est passé de peu. Et puis ceux qui ont pris le pouvoir n'ont pas renié complètement le programme participatif, c'est-à-dire qu'ils étaient beaucoup moins militants, mais voilà. Donc, bon, c'est un demi-échec. Ok. Jacques, tu as une question? Ouais. Non, c'est pas une question. Comme on est dans un moment participatif, c'est pas une question, c'est un point de vue à partir d'une expérience. Moi, je suis plutôt un adepte de ces processus démocratiques et j'ai eu la chance, comme conseiller général et vice-président du département du Val-de-Marne, de participer à beaucoup de ces processus et de les animer. Et je partage ce que dit Loïc Blaudeau. Il faut, surtout quand on conduit de tels processus, il ne faut pas être animé par le souci d'être réélu, mais par le souci de faire participer les gens et de redonner aux gens la possibilité d'avoir le sens du point de vue de l'autre, le sens de l'intérêt de l'autre, qui est parfois différent du mien. J'ai plein d'expériences comme ça, et puis celui du goût des autres et d'arriver à construire par un phénomène de tension et d'élévation intellectuelle des uns et des autres, construire l'intérêt général qui n'est jamais tout à fait son intérêt particulier. Moi, j'ai des très belles expériences. C'est-à-dire que si je dois conseiller à des nouveaux élus de plonger dans ces processus, surtout qu'au plan local, on a la chance, quand on est complètement sincère, d'avoir le pouvoir que ça soit de la sincérité, en fait, le pouvoir de changer les choses, parce que les gens ils vérifient très vite si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Si au bout de quelques semaines, par exemple, qu'on est en train de réhabiliter un collège, si leur point de vue est pris en compte, et leur point de vue parfois divergent est pris en compte, ils le sentent bien. S'il n'est pas pris en compte, ils le sentent aussi, et ils désertent ces processus. Moi, il y a quelques temps, j'ai rencontré un vieux monsieur à Vitry, qui est un ancien gendarme et qui avait participé à la réhabilitation de la cité Édouard Thiel à Vitry. C'était une très très vieille cité et on avait décidé de la réhabiliter. Et cette réhabilitation, elle a commencé par une réunion qui était quasiment une émeute, où tous les gens s'insultaient, se disputaient, etc. Et elle s'est terminée 2 ans et demi après par une grande fiesta. Et ce monsieur, il me disait, en fait, ça a été le plus beau moment de ma vie. Il a 85 ans aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à travers ce moment-là, où ils ont transformé leur cité, où ils ont appris à s'écouter et à plus discuter, progressivement,
ils ont vécu un très beau moment ils ont fait société ensemble, ils ont fait démocratie ensemble. Moi, j'ai que des expériences positives, c'est-à-dire que le parc des Lilas, par exemple, qui a été animé par un comité participatif que j'avais mis en place, n'est pas du tout celui qui avait été imaginé par, je dis pas des technocrates, c'était pas vraiment des technocrates, mais c'est des gens, des paysagistes, des experts qui avaient imaginé un parc des Lilas très organisé, très fonctionnel selon eux. Et en fait, dans ce comité participatif, on s'apercevait que les gens avaient des demandes beaucoup, beaucoup plus simples que ce qu'on avait pu imaginer, beaucoup plus proches de la nature. Et on voit bien l'allure qu'a le parc aujourd'hui. Il est complètement différent des plans des années 70 et 80 de ceux qui les avaient imaginés. Je termine une chose, encore une chose. Les collèges qu'on a pu réhabiliter. Par exemple, la carte imaginaire dans le Val-de-Marne, quand on a lancé le processus qui s'appelait Imagine le Val-de-Marne, il y a plusieurs milliers de gens qui ont participé et c'est dans ce processus qu'a émergé un truc qu'aucun élu, aucun conseiller n'avait pu penser. C'était le fait que les jeunes se sentaient assignés à résidence dans le département, du fait des transports et du fait des coûts des transports. C'est ce qui a amené à prendre la décision du remboursement de la carte imaginaire à demi-chose. Alors, Loïc qui dit, vous avez parlé de la Commission nationale du débat public, c'est la seule expérience, pour moi, qui a été négative. Parce que en fait, j'en ai eu deux, une un peu plus positive, mais celle négative, c'était sur l'incinérateur d'Ivry. Il y avait 400 à 500 personnes dans la salle. Il y avait 98% des gens qui étaient vent debout contre l'incinérateur, et on avait devant nous des élus complètement autistes. Qui n'ont même pas participé à la discussion, qui n'ont pas daigné répondre aux questions, qui n'ont pas bougé d'un poil. Évidemment, c'est des expériences comme ça qui peuvent être négatives. Donc, elles peuvent être négatives, elles peuvent être positives. Voilà, moi je dis ça. Et si on le fait, il faut le faire déjà pour raccommoder la société. Loïc Blondeau, vous avez dit, il y a de la défiance vis-à-vis des élus, il y a de la suspicion, mais avant tout, il y a des choses très positives. C'est-à-dire, les gens sont beaucoup, beaucoup plus intelligents, cultivés, experts eux-mêmes qu'ils ne l'étaient il y a 60 ans. C'est-à-dire que la démocratisation de l'école, de l'université fait que, moi je disais souvent à l'ancien maire de Vitry, mais au lieu d'engueuler les gens, essaye de prendre en compte que dans la salle, les gens qui sont devant nous, ils sont dans leur somme, bien plus intelligents et bien plus connaisseurs des sujets que nous ne le sommes nous. Et ce n'était pas faire de la démagogie, c'est qu'on a affaire à des gens qui ont des points de vue, qui ont des idées sur les solutions, et on s'en est rendu compte quand on a fait le programme de la fabrique. On voit bien que nos propositions ne sont pas sorties de une ou deux têtes plus ou moins bien faites, mais que c'est en écoutant, voilà, c'est tout. Merci Jacques. Est-ce que Loïc, vous voulez remettre une pièce dans le jukebox de Jacques Perreux? Il y a quand même beaucoup de monde qui veut s'exprimer. Donc, je rappelle les prénoms: Johan, Élise, Anissa, Hugues, Françoise et Emmanuel. Un petit mot, Johan? On n'entend pas. On n'entend pas. Il faut mettre le micro. Vous m'entendez? Oui. Pardon, excusez-moi. Merci pour votre présence d'une part. Je vais essayer d'être plus court, ça ne devrait pas être trop difficile. En fait, désolé pour votre soirée, mais moi j'avais 17 questions. J'ai trouvé vos écrits et vos oraux super intéressants, mais je vais juste en faire deux petites. D'une part, comment essayer de remettre la démocratie participative en place au moment des élections quand les élus ou les prochains élus, et peut-être qu'on sera là pour démontrer le contraire, ne pensent qu'à court terme à relancer l'économie, puisqu'on vit moi je suis né en 74, il y avait la crise pétrolière en 73, et j'ai l'impression, comme disait Coluche, qu'on vit toujours sous une crise. Donc j'ai l'impression que les pouvoirs politiques sont toujours en train de répondre à une crise
en pensant à relancer la croissance, relancer l'économie, faire baisser le chômage. Et donc, concrètement, comment remettre en place cette démocratie participative? Alors, désolé, ça c'était une question. Et la deuxième question, c'est la perte de pouvoir du citoyen face aux consommateurs. En fait, j'ai l'impression que le pouvoir politique perd énormément de poids face à ces grands groupes commerciaux, que ce soit les nouvelles technologies ou les grandes entreprises internationales. La balance entre les deux, j'ai l'impression, enfin, c'est mon sentiment, que malheureusement, le citoyen est bien faible par rapport au consommateur. Merci. Voilà. Bon, oui, alors bon, moi je partage absolument votre point de vue. Alors, comment vous répondre? Alors, c'est une des raisons hein, à la fois de l'effondrement de nos institutions démocratiques et de la montée d'une forme de défiance à l'égard des élus, de la part des citoyens qui se disent de toute façon, c'est pas vraiment eux qui décident. Alors, il y a la version complotiste hein, de tout ça, mais il y a une version parfaitement rationnelle qui consiste à dire qu'en fait, ceux qui ont le plus de pouvoir aujourd'hui ne sont pas issus de l'élection. Et ceux qui ont le plus de pouvoir aujourd'hui, vous l'avez dit, ce sont les GAFAM, ce sont les grands groupes, ce sont les représentants des intérêts financiers, c'est le marché. Et ça, c'est un état de fait. Il y a eu une vampirisation de la sphère politique par la sphère économique et financière. Et ça, c'est effectivement une des données absolument majeures de la question démocratique aujourd'hui et du problème. Moi, le sentiment que j'ai, alors alors moi, vous le savez peut-être, si vous m'avez déjà lu ou entendu, bon, moi j'associe clairement la question environnementale et la question démocratique. C'est-à-dire que pour moi, si on veut, d'un certain point de vue, que les politiques aillent dans le sens de la survie de nos écosystèmes hein, et donc de nous-mêmes, il faut contrebalancer le poids des intérêts économiques et financiers de court terme par des mécanismes, des institutions, des dispositifs dans lesquels, parce que les citoyens sont associés, et c'est ce qu'on a démontré avec la Convention citoyenne, il y a une possibilité de rééquilibrer un peu les choses par rapport aux groupes d'intérêt. Alors, on l'a vu avec le projet de loi climat et résilience, les groupes d'intérêt restent incroyablement puissants et ils ont tout fait. Il y a un très bel article, une très belle série d'articles de Bastamag, j'imagine que vous devez lire peut-être Bastamag là-dessus, hein, un reportage remarquable qui montre comment les groupes d'intérêt se sont jetés sur les propositions des citoyens pour leur ôter toute forme de substance et à la fin le projet de loi est quelque chose de tout à fait en deçà de ce qu'il faudrait. Donc je suis d'accord avec vous sur le constat. Moi, mon pari, c'est que si la démocratie représentative est à ce point affaiblie par rapport à l'économie, par rapport à la sphère économique, c'est à la fois évidemment voilà, c'est lié à des évolutions structurelles, mais c'est lié aussi au mode de fonctionnement propre à la démocratie représentative. C'est lié au fait même de l'élection. C'est lié au financement des campagnes électorales. Pour moi, dans les propositions que l'on doit faire aujourd'hui, la question du financement des campagnes électorales est une question absolument déterminante par rapport à ça. Et moi, je suis les propositions, par exemple, de quelqu'un comme Julia Cagé, etc. C'est parce qu'il y a une professionnalisation de l'activité politique, c'est parce que les citoyens, vous avez tout à fait raison, se désintéressent. On finit. Alors, est-ce qu'ils se sont jamais intéressés à un moment, autant qu'on le souhaiterait, à la vie politique? Non, j'en suis pas sûr. Mais c'est parce qu'ils ont privilégié leur identité de consommateur. Il y a un très beau livre que je cite régulièrement et que j'incite à lire, mais qui a très peu été lu en France, de Benjamin Barber, qui s'appelle « Comment le capitalisme nous infantilise », c'est-à-dire comment finalement on a fabriqué des consommateurs beaucoup plus que des citoyens et que c'est parfaitement fonctionnel hein, dans notre société politique. Et pour moi, la conviction, le pari, c'est un pari,
De toute façon, c'est un pari pascalien, c'est-à-dire que c'est un pari voilà, qui mérite d'être tenté. Le pari, c'est qu'en réintéressant les citoyens à la vie politique, on se donnera peut-être une chance de contrebalancer ces évolutions vers la consommation, tous azimuts, etc. C'est en offrant des espaces de participation, c'est en leur donnant du temps et des moyens pour participer. Donc tout ça, et vous avez tout à fait raison, les propositions politiques et institutionnelles que je fais s'inscrivent dans la perspective d'une transformation sociale plus générale, bon, pour l'instant, qui n'est pas prête d'advenir, parce que plus on s'enfonce dans la crise économique, et plus les acteurs économiques ont du pouvoir. Hein, forcément, puisqu'ils ont un pouvoir de vie ou de mort sur les individus. Donc, voilà, je ne suis pas fondamentalement optimiste, mais bon, voilà, il faut y aller quand même. Bon, apparemment, Johan est satisfait de la réponse. Oui, merci, je laisse la place au suivant. Vous avez la solution. Élise? Oui, bonsoir. Alors moi, suite à la remarque, Monsieur Blondiot, que vous faisiez sur le fait que la démocratie participative, c'est pas seulement initier des débats, des échanges intellectuels, voilà, des théorisations à n'en plus finir, mais que ça devait aussi passer par l'implication des personnes sur le terrain concrètement, et puis des relations, de l'aventure humaine. Voilà. Du coup, ce qui me venait, c'est la question de l'échelle. Échelle locale, échelle nationale, enfin plus ou moins large, quoi. Et est-ce que la démocratie participative, je me disais, est-ce qu'elle a autant de pertinence dans les larges échelles, par exemple les référendums, les consultations nationales et tout, que dans les échelles plus petites? Parce que souvent, comme vous disiez, les initiatives nationales sont des initiatives un peu en faux semblant, enfin, qui surfent sur la tendance qu'on ressent, qu'il y a besoin de consulter les gens, etc., mais qui ne sont pas forcément suivies d'action ou de respect des résultats, en fait, aux consultations. Et du coup, à l'échelle locale, municipale, par exemple, déjà, ça peut plus fréquemment partir spontanément des citoyens ou de groupes ou de collectifs. Et ça permet, il me semble, que les débats déjà soient nourris de connaissances réelles des gens, de leur terrain, de leur territoire, de leur quotidien, et que ça permette d'engendrer des actions plus rapides et dont les résultats sont perceptibles plus rapidement, et puis peuvent être réajustés s'il y a besoin d'améliorer. Et du coup, pour moi, c'est plus un processus réel et vivant. Enfin, c'est ça pour moi, une démocratie. Alors, je vous suis parfaitement jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que oui, vous avez raison, c'est pas un hasard si aujourd'hui les dynamiques les plus les plus fortes, elles se produisent à l'échelle locale. C'est pas un hasard si il y a de plus en plus de gens qui font ce pari aujourd'hui d'investir le local en se désintéressant aussi de l'échelle nationale. On a un double repli, c'est-à-dire un repli vers le local et puis un repli vers le local non institutionnel. C'est-à-dire qu'il y a aussi une désaffection vis-à-vis des espaces institutionnels, et on se dit qu'il n'y a plus d'espoir dans les institutions et qu'il faut agir ailleurs, hein, hors des institutions, et pas forcément contre les institutions. Donc on a un processus, et ce n'est pas un hasard, c'est que oui, effectivement, c'est plus simple. Ça produit des choses de manière plus spectaculaire, il y a moins d'obstacles divers et variés à la participation, même s'il y a quelques obstacles. Par exemple, le préfet continue d'entraver des dynamiques participatives en posant des verrous à certaines innovations. Vous avez raison, mais ça ne veut pas dire pour autant que la délibération avec les citoyens ou la participation des citoyens est réservée à l'échelle locale. Et moi, c'est pour ça que, à mon avis, la convention... Parce que il y a une chose qui est... alors, cet ordinateur était programmé pour la suspension automatique. Hein, c'est bizarre, ça. Alors, j'ai failli vous quitter. Voilà. Bon, donc, si je vous quitte, ce sera terminé. Hein, bon. Tant pis. Hein, voilà. Tant pis pour ceux qui avaient encore des questions. Mais ce que je voulais montrer, c'est que de toute façon, on ne reprendra pas le pouvoir
uniquement à l'échelle locale. C'est-à-dire que de toute façon, bon, sauf à ce qu'il y ait un effondrement beaucoup plus rapide encore que celui que je prévois de notre système, hein, de nos institutions, des systèmes de solidarité, de l'État, l'échelon national sera toujours là. Et c'est toujours là, et en particulier en France, que se prendront les décisions les plus importantes. Donc c'est une illusion de penser qu'on va pouvoir faire vivre la démocratie à l'échelle locale, éventuellement sauver la planète, en se désintéressant complètement de l'échelon national. Donc, il faut envisager, à mon avis, des démarches, des institutions. C'est pour ça qu'on a fait plein de propositions, nous. Hein. Moi, ces dernières années, j'ai participé à plein de rapports pour qu'on introduise justement des réformes au niveau national. Et la Convention citoyenne me laisse à penser, et j'en tire la conclusion, que c'est tout à fait possible, en tout cas, d'introduire des mécanismes de ce type. On avait parlé, par exemple, avec quelques collègues pour la Fondation Nicolas Hulot, d'une assemblée citoyenne du long terme ou du futur. Ça, c'est un dispositif auquel je crois fondamentalement, qui peut fonctionner. On peut concevoir une autre forme de référendum d'initiative citoyenne avec de la délibération, etc. Bon, voilà. Je n'irai pas, parce qu'il y a d'autres questions apparemment, je n'irai pas plus loin, mais je me méfie. Il y a une certaine illusion à ne penser que le local quand on raisonne sur la démocratie. Merci. Merci. Je ne fais que passer la parole parce qu'il y a quand même encore 4 personnes qui voulaient poser des questions. Et voilà, on a une petite demi-heure devant nous. Voilà. Anissa ? Oui, bonsoir. Alors, merci pour cette intervention très intéressante, hein, puisque vous posez le constat et puis vous avez des propositions pour développer cette démocratie participative. C'est une belle notion en soi. Néanmoins, je pense que les gens s'interrogent quand même sur sa crédibilité, pas seulement à cause des difficultés de mise en œuvre au niveau local, national. Effectivement, il y a des difficultés, mais je pense que c'est aussi par rapport à la finalité de son développement. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les politiques développent ces outils? Est-ce que ce n'est pas au fond pour contenir une contestation sociale et politique qui se renforce, qui s'affirme ces dernières années, que ce soit en France ou au niveau international? On voit bien que dans quasiment tous les pays du monde, il y a une contestation qui est réelle. Donc, est-ce que ce ne serait pas un outil pour réguler ces contestations citoyennes? Voilà, ça c'est. Je vais m'arrêter là comme ça. Je laisse la parole aux autres. Voilà. En tout cas, merci pour votre intervention. Il y a des pistes de réflexion. Bon, ma réponse est oui, bien sûr, vous avez complètement raison. Jusqu'à présent, et essentiellement, la démocratie participative, c'est un instrument de canalisation des conflits, c'est une réponse à des mouvements contestataires. Bon, il n'y aurait pas eu de grand débat ni de convention citoyenne sans les Gilets jaunes, hein, donc c'est vraiment, ça a cette fonction-là. Mais moi, la manière dont je raisonne consiste à dire c'est ça, mais ça n'est pas que ça. C'est-à-dire que derrière tout dispositif participatif, il y a 2 mouvements qui opèrent. Il y a un mouvement qui cherche d'un certain point de vue à organiser, canaliser, gouverner la société, mais il y a aussi un mouvement qui consiste aussi à demander la possibilité de prendre la parole, contester. Et en fait, c'est toujours très ambivalent, un dispositif participatif, à condition que ce ne soit pas une arnaque complète. Hein. Certains dispositifs sont de la pure et simple arnaque. Mais il faut qu'il y ait ces 2 dimensions, parce que si ça n'est qu'un instrument de gouvernabilité des sociétés, en fait, les citoyens ne joueront pas le jeu et arrêteront d'y participer. Et si ça n'est
aucun instrument de contestation, de reprise de pouvoir des citoyens, il est très peu probable que les élus s'y engagent et articulent la participation sur la décision. Donc, il faut qu'il y ait une sorte de... Il faut penser comme ça. C'est-à-dire qu'on a un vrai problème. Alors, je ne suis pas du tout un donneur de leçons, mais on a un vrai problème en France d'une pensée qui est très binaire. Si c'est ça, c'est pas ça. Hein, si c'est A, c'est pas B. Si c'est blanc, c'est pas noir. On a un raisonnement qui est comme ça. Bon, il faut de ce point de vue-là être infiniment plus dialectique dans la manière dont on pense. Et en fait, la démocratie participative, c'est essentiellement deux choses au moins différentes. Donc voilà, c'est pour ça que je ne peux pas me contenter des diagnostics qui consistent à dire ah bah oui, de toute façon, ces dispositifs sont instrumentalisés par le pouvoir. Oui, ils sont instrumentalisés par le pouvoir, mais pas seulement. Voilà. Je suis sûr que je ne vous ai pas convaincu, mais ce n'est pas grave. Et peut-être qu'on pourrait avoir des éléments complémentaires sur, en fait, vous parliez de la démocratie participative comme étant quelque chose d'assez descendant, qui venait des élus vers les habitants. Et pourtant, il y a des initiatives comme, je pense à Nuit debout, où il y avait quelque chose qui était plutôt horizontal, qui semblait d'être horizontal et montant. Est-ce que ça, c'est peut-être imaginable à l'échelle locale de le reprendre? Tant que ces initiatives ne se traduisent pas soit par la participation au jeu électoral, soit par la prise en considération par le pouvoir, ce sont des initiatives qui sont sans issue politique réelle. Et en plus, une grande partie des mouvements dont vous parlez ne cherchent pas à enclencher finalement des processus d'institutionnalisation. Bon, donc du coup, oui, ok, ça existe, c'est super, c'est magnifique. Moi, j'ai passé beaucoup de temps sur la Nuit debout. Je suis intervenu à plein de reprises, à 3 ou 4 reprises devant les citoyens qui étaient mobilisés. Mais so what? So what? C'est-à-dire quel effet de transformation du réel ça produit en dehors des effets non négligeables que ça produit sur les participants. Alors ça, c'est sûr que c'est des formidables lieux d'éducation politique, de socialisation. Mais en termes de débouchés politiques, en plus, Nuit debout ne voulait pas avoir de programme, ne voulait pas, etc., ne voulait pas avoir de leader, ne voulait pas, etc. Donc, ça condamne à une certaine forme, me semble-t-il, je dirais pas d'impuissance, mais c'est quand même une des caractéristiques vraiment aujourd'hui des mouvements contestataires. Dès lors qu'ils ne veulent pas jouer le jeu ni de la représentation, ni de l'élection, ni de l'institutionnalisation. Quelqu'un a évoqué les partis politiques. Pour moi, ça c'est évident que pour moi, les partis politiques devraient continuer aujourd'hui à avoir un rôle et qu'une démocratie libérale représentative sans parti politique, ça n'a plus aucun sens. Donc, oui, il faudrait des partis politiques, et c'est parce qu'il n'y a plus de partis politiques qu'aujourd'hui, il y a des mouvements qui occupent l'espace. Mais quand les partis politiques jouaient vraiment un rôle d'interface entre la société et le pouvoir, étaient des lieux d'éducation populaire, des lieux de socialisation, des lieux dans lesquels les citoyens pouvaient faire remonter, et bien à ce moment-là, la démocratie fonctionnait infiniment mieux qu'elle ne fonctionne aujourd'hui. C'est parce qu'il n'y a plus de partis politiques, en tout cas que ce ne sont plus que des machines à prendre le pouvoir, hein, avec des militants qui cherchent à accéder à du pouvoir. Bon, c'est faute de partis politiques qu'il faut réinventer la participation citoyenne. Encore 3 questions. Même si vous venez de répondre quand même à l'une des 3. Parce que tant mieux. Françoise avait posé la question des partis politiques. 2 questions. Hugues et Emmanuel ensuite. Oui, je vais donner des points de vue et poser une question. Je vais essayer d'aller assez vite. Le premier qui rejoint des choses qui ont déjà été dites, mais qui, à mon avis, en tout cas dans ma conception de ce qu'on a cherché à faire en affirmation de certaines positions avec la fabrique, et vaut d'être rappelé. Évidemment, la démocratie participative ne peut évidemment pas s'inscrire comme une sorte de service après-vente ou de maintenance de la démocratie représentative. Et tout ce qui relève du détournement de la démocratie participative, comme on y assiste en ce moment, c'est des choses qui sont
la contre-thèse de ce qu'est la démocratie participative. En l'occurrence, je trouve qu'il faut réussir à porter l'idée que c'est un mode de gouvernance différent et qui peut être complémentaire, mais c'est un mode de gouvernance différent. Et dans ce qui est en jeu, c'est effectivement, évidemment, des conditions de débat satisfaisantes où l'ensemble des citoyens peuvent participer, mais est-ce que ça permet d'ouvrir des périmètres où on lâche du pouvoir, où du pouvoir est redistribué autrement, et où les citoyens qui participent prennent du pouvoir, et donc forcément qu'ils en prennent à des endroits où il est concentré et où il doit se déconcentrer. Et donc, le lieu et l'objet de la démocratie participative, c'est aussi d'instaurer une conflictualité et un espace de débat où on redéfinit des périmètres de pouvoir et de pouvoir d'action et de pouvoir d'agir. Et donc, pour moi, c'est un des enjeux essentiels. Et par exemple, y compris par rapport à la question que posait Johan tout à l'heure, on a une partie du politique ou de la politique qui a filé le pouvoir à quelqu'un d'autre qu'aux citoyens. C'est au marché, c'est aux puissances économiques. Et c'est elles qui font la pluie et le beau temps. Je veux dire, quand par rapport à des exigences ou des mouvements politiques, on a une réponse du type « c'est impossible, c'est économiquement intenable, c'est au regard de l'état du marché du travail, ce serait catastrophique », c'est-à-dire que c'est voilà, le pouvoir, c'est d'autres qui l'exercent. Et voilà, l'enjeu de la démocratie participative, c'est aussi donc de se réapproprier du pouvoir d'agir et de définir des périmètres de pouvoir entre ce que sont les élus issus de la démocratie représentative, ce que sont les points de vue experts dont on a besoin et ce qu'est le pouvoir des citoyens sur la décision. Et c'est la dernière chose. Moi, j'ai plutôt vécu et vu l'expérience de la démocratie participative telle qu'elle se déployait dans des grandes villes au Brésil. Notamment, je suis allé à Porto Alegre plusieurs années consécutives et où j'ai y compris assisté à la manière dont était conduit le débat au moment où le PT, le Parti des travailleurs, a perdu Porto Alegre et où un des objets de débat de la campagne électorale, c'était comment et dans quelles conditions seront maintenus les dispositifs de démocratie participative. Et donc, en fait, il y avait aussi une concurrence au plan politique sur la représentation politique et les enjeux électoraux, sur la capacité des politiques à maintenir ou non des dispositifs de démocratie participative authentiques. C'est-à-dire qu'on avait la démocratie participative qui avait commencé à occuper un espace qui rentrait aussi dans les enjeux de la politique représentative et la capacité à ce que ce soit un espace pérenne. Et ça m'amène à ma question. Moi, j'ai assisté à des temps d'organisation de la démocratie participative à Porto Alegre, où il y avait des dispositifs très élaborés pour garantir la participation des plus pauvres, des plus exclus, des plus marginaux, des groupes minoritaires, sexuels, transgenres, mais aussi issus de la prostitution ou les enfants des rues. Et il y avait des dispositifs qui permettaient à ce que, par exemple, le point de vue des enfants des rues soit pris en compte pour prendre des décisions et que les habitants du quartier voilà, prennent une décision à partir de ce point de vue-là. Et si vous aviez des éclairages, Loïc, sur jusqu'où on peut aller en termes d'ingénierie en la matière pour garantir justement que les milieux les plus populaires ou les plus marginalisés participent, voilà, ça m'intéresse. Alors, bon, je vais être très rapide sur ce point. Ce que moi, j'ai pu observer, alors je vois très bien à quoi vous faites allusion à Porto Alegre, y compris sur comment s'est passée l'alternance et le volontarisme dont la municipalité de Porto Alegre a fait preuve, effectivement, pour permettre la participation des catégories les plus pauvres. Alors, je pense que l'une des raisons qui explique
pourquoi à Porto Alegre, en tout cas dans les premières années, voilà, du budget participatif, les quartiers populaires se sont mobilisés beaucoup plus que les quartiers bourgeois, c'est en raison de la nature même de ce qui était en jeu dans la discussion. Vous disiez il faut qu'il y ait des enjeux dans la discussion. Là, en l'occurrence, les enjeux, c'était la possibilité d'accéder à des services publics essentiels, de créer des écoles, de bitumer, les routes, d'avoir l'éclairage, le tout à l'égout, des choses comme ça. Là, à ce moment-là, c'est la meilleure manière, parce que vous pouvez, moi j'utilise cette notion, abaisser les coûts de la participation. C'est-à-dire que, impérativement, si vous voulez que les catégories populaires participent, il faut abaisser les coûts. C'est-à-dire, évidemment, prévoir une crèche pour recevoir les enfants, pour que organiser les réunions à des horaires où ces catégories peuvent venir. Il faut utiliser un niveau de langage très différent de celui que vous utilisez habituellement dans les cercles politiques. Il faut permettre différentes formes de prise de parole et pas uniquement celles qui recourent, bon, etc. Mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Pour que ces groupes-là viennent et restent, je pense en particulier aux jeunes, qui sont les jeunes d'origine populaire, qui ne participent à aucun dispositif en France, en tout cas c'est extrêmement rare, il faut qu'il y ait un enjeu, il faut qu'ils aient la possibilité de voir où ça peut les mener. Et en fait, c'est toute la différence qui sépare ceux pour qui la participation politique est plutôt un plaisir ou plutôt quelque chose de simple. Ils peuvent même y trouver une certaine forme de jouissance, de ceux pour qui c'est quelque chose de particulièrement difficile. Donc voilà, moi je serais plus, je serais plus confiant dans ce qui est mis en jeu dans la discussion en termes de choses à obtenir et de concrétisation que dans toute autre manière de faire participer. Alors, quand on regarde ce qui fonctionne, objectivement, quand il s'agit de faire participer les gens des catégories populaires, ce qui fonctionne objectivement, c'est partir de leurs questions et pas leur imposer des questions. Alors, vous connaissez tous, j'imagine, à Vitry, les méthodes de community organizing. On sait que ça fonctionne, on sait qu'on peut mobiliser ces groupes sociaux-là par ce biais, mais à condition de leur demander quelles questions ils se posent et à partir de là, de lancer des mouvements. Et puis la deuxième condition, c'est avoir beaucoup de temps pour créer un minimum de confiance et de créer des collectifs, parce que c'est une participation qui ne peut pas s'entendre comme uniquement une participation individuelle. Il faut que le collectif se crée. Et puis surtout, le dernier point qui me paraît aussi essentiel comme ingrédient, c'est des intermédiaires. Des intermédiaires qui soient crédibles, c'est-à-dire des gens qui vivent régulièrement au contact de ces groupes sociaux-là et qui ne viennent pas de l'extérieur. Parce que ça, c'est la clé. Quand on voit ce que fait ATD Quart-Monde, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut une proximité qui… voilà. Ok, bon, je vois que le temps défile, mais j'ai essayé de répondre à votre question. Je crois il y a Doc Savary qui dit que sa question n'est pas grave. Voilà, on avait Emmanuel qui, s'il peut le faire de manière très courte, passe une question, éventuellement Laurence, et voilà. Et après, on conclura. Super. On ne t'entend pas bien du tout, Emmanuel. Non. Là, vas-y. Bon. Oui, parfait. C'est bon? Oui, j'ai accompagné en intelligence collective, effectivement, les conseils consultatifs des personnes en situation de pauvreté et récemment aussi des Gilets jaunes à Commercy. Quand même, on se rend compte que dans la question du débat, il y a des enjeux extrêmement complexes sur cette démocratie participative. C'est notamment les questions de frustration, les questions d'émotion, les questions d'ego, les questions de besoin de reconnaissance de certaines personnes. Et j'ai l'impression que ce n'est pas forcément pris en compte ou analysé parce que ce sont des enjeux qui sont extrêmement importants au-delà simplement d'une participation et du débat politique.
Ben oui, c'est pas un hasard si on a dirigé il y a 2 ans ce bouquin collectif sur les émotions dans la démocratie participative et dans la démocratie. C'est parce qu'on a considéré que c'était un point aveugle, hein, et qu'effectivement, c'est un peu ce que je disais à propos de la démocratie participative à la française. C'est des pratiques dans lesquelles on ne cherche pas à reconnaître les gens, dans lesquelles on ne les respecte pas forcément. Et il se joue là dans dans la symbolique, hein, des choses décisives. Et ça va très vite pour casser la confiance, hein, d'un collectif si effectivement vous donnez le sentiment d'une forme de mépris ou d'une forme de distance. Donc oui, oui, moi je suis hyper convaincu par ce que vous dites. C'est-à-dire que la question de la gestion des affects, elle est absolument décisive et il faut transformer des affects qui au départ sont négatifs en affects positifs, à la fois pour les autres et pour soi-même. Donc moi je fais partie de ceux qui pensent qu'on ne peut pas facilement faire participer des gens qui sont absolument persuadés qu'on les méprise, hein, et qui n'ont aucune confiance dans leur propre, aucune estime en eux-mêmes. Et le problème, c'est qu'on est dans une société qui fabrique ces gens-là à la pelle, hein, voilà, et notamment à cause de l'école, hein. Je reviens toujours à mon dada qui est l'école. On fabrique comme ça des gens en souffrance, et avec des gens en souffrance, c'est très difficile de les faire participer. En tout cas, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de patience et beaucoup d'habileté en termes justement de construction de l'intelligence collective. Donc, je suis entièrement d'accord avec vous, hein. C'est une excellente remarque. Laurence, est-ce que tu as une seconde pour poser ta question? Oui, en fait, je vais prolonger celle d'Emmanuel, en fait. C'est pas vraiment une question, c'est plutôt un partage d'expérience, mais vous pourrez peut-être quand même m'éclairer un petit peu. Voilà, il y a quelques années, dans le cadre d'une association, en fait, on a voulu faire une association qui accueille et qui accompagne justement des personnes en grande précarité. On a voulu voilà, leur proposer de construire ensemble des propositions pour améliorer leur quotidien. Voilà, mais en ayant voilà, en tête l'intérêt général, évidemment. Et donc, c'était dans le cadre de législatives. Et en fait, donc, dans une démarche de participation, évidemment, citoyenne. Et en fait, le premier frein qui est apparu, c'est la question de la légitimité. C'est-à-dire qu'entre ceux qui venaient de démocraties qui n'ont que de noms, hein, voilà, et ceux qui ne se sentent pas pleinement citoyens dans ce pays, eh bien, c'est poser la question de voilà, de leur parole, légitime ou pas, comment elle peut compter, comment elle peut compter dans le débat, comment, voilà. Et donc, c'est vrai que ça a été assez difficile, en fait, parce que se poser finalement la question de la citoyenneté, enfin, c'est à ça, je pense que ça faisait référence. Et donc, ça a été assez difficile de les convaincre, et bien que d'abord leur parole voilà, avait bien sûr de l'importance et du sens, qu'ils pouvaient être eux-mêmes des experts, hein, au vu de leurs propres expériences. Voilà, et que cette expérience-là, ils pouvaient la partager et en faire quelque chose d'intéressant, enfin, en tout cas, de construire des propositions qui allaient améliorer un peu leur cadre de vie. Et en fait, donc on a réussi à construire des propositions, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que là où on était 15 au départ, on est arrivé, on était 3, enfin ils étaient 3. Donc je dirais que dans la durée aussi, cette dynamique-là, elle est pas simple. En fait, à chacun aussi, enfin c'est des populations où, voilà, où le quotidien est vraiment une bataille permanente, et effectivement, et donc ils sont très très vite pris en fait dans leurs propres difficultés, et donc de les extraire de leur quotidien pour transformer ça en quelque chose de plus, je ne sais pas comment les qualifier, mais en tout cas, d'en faire quelque chose, et a été assez compliqué. Et effectivement, et à l'arrivée, finalement, ça a été un peu la frustration parce qu'on en a perdu en cours de chemin, quoi. Donc, je ne sais pas si
Ouais, j'ai été claire. Ouais, moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Ce que je cherche à dire, c'est que c'est pas impossible. C'est extrêmement difficile, mais c'est pas impossible. Et évidemment, dans ce domaine-là, on a une obligation de moyens, mais pas une obligation de résultat, parce que c'est effectivement très, très compliqué. Moi, l'autre témoignage que je peux apporter, au moment de la Convention citoyenne pour le climat, on a voulu vraiment, au comité de gouvernance, avoir un échantillon représentatif, ce qui n'arrive jamais, hein, sociologiquement, même pas dans les sondages. C'est-à-dire que là, on voulait vraiment, et notamment des gens qui avaient un très faible niveau d'éducation. Et vous savez qu'aujourd'hui, effectivement, c'est le critère principal, hein, qui discrimine au sein de notre société. On a voulu vraiment avoir, par exemple, un pourcentage, c'était 25%, de sans diplôme, de gens qui n'avaient aucun diplôme, hein, pas un CAP, pas un BEP, etc. Donc des gens qui, pour certains, étaient, alors non pas des précaires, on a eu 2 précaires, hein, on a demandé aux petits frères des pauvres, on est passé par les petits frères des pauvres, et on a eu 2 précaires qui ont été associés aux travaux, l'un est parti et l'autre est resté, et en fait, la dynamique, alors il est évident que ces gens-là qui n'avaient a priori aucune probabilité de participer à un exercice politique, qui pour beaucoup, pour l'immense majorité, n'avaient eu aucune participation politique auparavant, tous n'ont pas, à la fin, eu le même niveau de contribution, et on en a perdu un petit nombre, hein, ça c'est clair. Mais on a réussi à en accrocher pas mal, et on a réussi à les intégrer dans la discussion, et ça c'est possible. Alors, c'est pas facile, mais c'est possible, mais il faut y mettre les moyens, ça c'est évident. Bon, on a fait le tour. Oui, alors il y avait d'autres questions, Bon, on, super. on est pris par le temps, et donc Ouais. voilà, Frédéric et Jean-Marie sur le live Facebook avaient des questions, mais Super. voilà, on aura l'occasion de prolonger plus tard le débat par Parfait. d'autres types de rencontres et d'ateliers. Merci Bon, beaucoup ça en me tout fait cas plaisir, même pour si c'est cet jamais échange. agréable, hein, Zoom, mais bon, voilà, hein, c'est Voilà. toujours extrêmement pénible. Mais là, les questions étaient intéressantes, et voilà. J'espère Et le que débat et ça vous a l'écoute a eu apporté des lieu. choses. Voilà. Voilà. Bon, Très bien. bon travail Bonne à toutes et soirée. à tous. Merci encore. À Peut-être bientôt. à très Au bientôt. revoir. Bonsoir. Au revoir. Merci, au revoir. Bonsoir.